Chers élèves, bonjour et bienvenue. Alors, il est peu commun pour un enseignant de se présenter en ligne, à distance, mais les faits nous conduisent à cette situation certes un petit peu ubuesque, mais que nous allons essayer d'optimiser de façon à ce que vos cours d'histoire, de géographie, de géopolitique et de sciences politiques se passe dans les meilleures conditions et qu'on puisse avancer ensemble. Alors, on a encore beaucoup de choses à faire dans l'année. L'année dernière, à cause du confinement en grande partie, mais parce que ce programme est chronophage, j'avais fait avec les élèves 4 des 5 thèmes. Et ben, notre objectif, c'est d'en faire au moins autant cette année, si ce peu est possible. Alors, il nous reste beaucoup de choses à voir pour être à jour. On s'est pas encore vu en salle de classe, donc les consignes, je vous les ai notées dans le cahier texte, c'est celles qui vous ont conduite ici. Et je vous explique très rapidement, avant d'attaquer le vif du sujet, ce que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est de prendre en note dans votre cahier le cours que vous allez écouter maintenant. Et de temps en temps, il y aura des activités à faire. Ce que vous aurez pris comme note dans votre cahier sera contrôlé au moment où on se voit la semaine N plus 1. Certains vous distribuent sans doute des fiches toutes faites que vous collez dans votre cahier. Moi, je suis attaché à ce que vous écriviez. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui vont aller à l'université, et nombre d'entre vous feront cette démarche, eh bien, prendre des notes est un travail qui demande de la concentration et de l'entraînement. Ensuite, c'est facile de coller une fiche et d'allumer sa console ou son ordinateur pour faire autre chose ensuite. Je sais au moins que le temps que vous écouterez et recopierez ce cours ne sera pas utilisé à d'autres fins, même si, j'en suis conscient, cette situation hybride n'est pas pour vous satisfaire comme elle ne satisfait personne, et nous espérons tous voir rapidement la lumière au bout du tunnel, mais je disais déjà ça il y a presque un an à vos camarades au moment du premier confinement. Donc avec ma suppléante, vous aviez attaqué le jalon 1 du thème frontière, et bien là nous attaquons le jalon 2. On parle toujours des frontières, et l'intitulé du jalon 2 c'est « Pour se partager des territoires, la conférence de Berlin et le partage de l'Afrique ». Une problématique va nous accompagner aujourd'hui, il faut la noter dans vos cahiers bien sûr sous ce titre, et on se demande en quoi les frontières ont été un outil d'appropriation de l'Afrique. Le cours se décomposera en 3 parties, elles-mêmes subdivisées en 3 parties. On reste dans le découpage ternaire qui s'y étend au supérieur en France. Première partie. L'Afrique, un continent colonisé. Premier point, de l'exploration à la colonisation. Premier document que je vous demande d'étudier, c'est le document 1 de la page 164. Bon, en réalité, ce document 1 est composé de 2 sous-parties. On a un document iconographique et un texte qu'on doit à Christine de Gémeaux sur la conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885 et qui a été publiée par l'autrice en 2015. L'image iconographique, elle, nous représente la rencontre entre Livingstone et Stanley, 2 découvreurs, 2 explorateurs du continent africain, qui se retrouvent donc au centre, entre guillemets, de l'Afrique en 1871. Je vous laisse lire le document. Donc là, normalement, vous mettez pause, vous lisez le document, et ensuite vous remettez lecture. Normalement, en classe de première, je pense que la consigne est vite comprise. Voilà, alors vous avez lu ce texte.
Ce texte, on va y joindre une diapositive. La diapositive, elle est dans le cahier de texte. C'est l'image numéro 1 sur les parcours d'exploration du continent africain. Alors qu'est-ce qu'on peut noter à la lecture de ce texte et au regard de cette carte? Alors le mieux c'est encore de mettre pause et de bien regarder la carte avant de revenir à la trace écrite. Bon, ce qui mérite d'être écrit ici, c'est que pour beaucoup d'historiens, l'exploration, ça a été un préalable à la colonisation. Pour coloniser, il faut au moins connaître, ne serait-ce qu'un itinéraire pour pénétrer à l'intérieur des territoires. Mais c'est une lecture téléologique. Alors téléologique, c'est T-E accent aigu, L-E accent aigu, O-L-O-G-I-Q-U-E. Pour expliquer ce que ça veut dire téléologique, ça sous-entend que c'est un regard qu'on construit a posteriori. C'est-à-dire que c'est toujours facile de dire comment ça devait se produire une fois que ça s'est produit. C'est une vision téléologique et elle est discutée. Hein. Ici, l'idée c'est que la seconde serait la cause de la première. C'est pas ce qu'on a exploré qu'on a colonisé. Mais on pouvait explorer sans coloniser. Mais, bien sûr, il a fallu explorer pour plus facilement coloniser. Mais c'est pas pour autant que les explorateurs étaient dans cette optique de la colonisation. Ça marche, vous avez compris l'idée ici, je l'espère, sinon vous me demanderez à la réexpliquer dès qu'on se voit en classe entière. Pour certains géographes, l'exploration, évidemment, elle a été utile à la colonisation. Et on considère parfois qu'elle était orientée vers cet usage. Pourquoi ? Parce que l'exploration est déjà en soi une forme d'appropriation. Alors, ça vous le notez pas, mais quand on arpente un territoire, arpenter c'est marcher sur un territoire, et cet acte de marcher sur un territoire, c'est une forme d'appropriation. Les skateurs le savent bien, quand ils font du skateboard quelque part, d'une certaine façon, ils s'approprient le lieu de leur pratique, ils en parlent comme un spot. On retrouve cette expression chez les gens qui font de la planche à voile, ou les gens qui font du surf. C'est les gens qui squattent entre guillemets parfois des arrêts de bus, parfois sont un petit peu dans la même démarche, une démarche d'appropriation par la pratique. Et donc le fait que ces explorateurs aient arpenté des territoires était déjà une certaine forme d'appropriation, mais en partage avec les gens qui étaient déjà présents. Bon, revenons à notre trace écrite. On a des historiens qui ont conduit ce qu'on appelle des post-colonial studies. Un post-POST, après, colonial comme colonie en français, hein, ou colonisation, C-O-L-O-N-I-A-L, et studies, S-T-U-D-I-E-S, qui sont des études. Donc les post-colonial studies, elles ont montré qu'il y a une nécessité de mettre les sociétés entre l'explorateur et la colonisation. Hein, c'est ce que je vous ai dit précédemment, ils sont habités ces territoires explorés. Et il y a une rencontre déjà entre l'explorateur et ses habitants de ce territoire qui va ensuite être colonisé. Or, les sociétés, eh bien, c'est autant les sociétés africaines que les sociétés européennes, les sociétés coloniales. Et ces dernières, les sociétés coloniales, elles sont en pleine industrialisation. Et cette industrialisation est liée à des besoins, notamment en matières premières. Or, dans leur processus d'industrialisation, les puissances, et principalement les puissances européennes, elles sont elles-mêmes en concurrence. Et avoir plus que l'autre est un moyen d'être plus puissant. Je ne reviens pas sur le cours sur les puissances, vous l'avez déjà eu. Et c'est cette concurrence, d'une certaine façon, qui ouvre la voie au processus de colonisation en œuvre, notamment sur le continent africain. Alors, colonisation, c'est une définition que je veux que vous notiez en rouge dans vos cahiers. Elle est dans votre livre, donc en rouge, colonisation, vous marquez dans votre livre et vous recopiez la définition qui est présente dans votre livre. Vous êtes grand, j'ai pas besoin de vous dire la page, vous utilisez le lexique et vous trouvez. Donc une fois que c'est recopié, là vous mettez pause, hop, vous le recopiez, et une fois que c'est fini, vous remettez lecture.
Alors on ajoute quoi? On ajoute qu'avant que les États n'entrent en concurrence, les explorateurs eux-mêmes étaient déjà en concurrence. Notamment pour nommer les lieux, être le premier à les découvrir. Deuxième point. La conférence de Berlin, un moment diplomatique. Je vous invite maintenant à regarder la diapositive numéro 2. Cette conférence, et là on est dans la trace écrite, cette conférence, elle intervient alors que la colonisation n'est pas effective. On est dans un contexte de compétition économique et de tension diplomatique. Et les acteurs, ce sont les États européens. Ils sont 14. Mais au moment où ils se réunissent ici, l'Afrique n'est pas totalement colonisée. Il y a juste quelques jalons de colonisation qui ont été semés. On reprend notre livre et on s'intéresse à un autre texte, à des extraits de l'acte final de la conférence de Berlin, datant du 26 février 1885. C'est le document 2 de la page 164. Donc il y a le préambule et l'article 34. Je vous laisse prendre lecture de ces documents. Voilà, vous les avez lus? Donc, derrière la conférence de Berlin, il y a, au final, un acte, un accord qui est scellé. Une entente dont la finalité, c'est de fixer des règles. Et quelles règles? Ces règles, comment tracer les frontières de façon bilatérale. C'est-à-dire que la frontière ici, pour les participants à la conférence de Berlin, elle est envisagée comme un instrument de création de territoires coloniaux. Alors ce partage, si on s'intéresse au document 3 de la page 165, on l'a ici représenté de façon caricaturale. L'Afrique, c'est un gâteau dont les grandes puissances s'accaparent une part, se partagent le gâteau. C'est l'image que la presse de l'époque diffuse. Alors le problème, qui vous saute peut-être pas aux yeux, c'est quoi? Essayez de réfléchir ici, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui manque dans cette représentation, ici, du partage de Berlin, ou dans le texte du document 2 que vous avez pu voir? On consulte pas qui, ici, dans ce partage qui est mis en œuvre de l'Afrique? Eh bien, on ne se préoccupe pas ici des habitants de ce continent, de ceux qu'on appelle à l'époque les Africains, ce qui englobe une diversité de situations et de peuples et de façons d'habiter. Passons au troisième point. Géopolitique et rivalité. On s'intéresse maintenant à la troisième diapositive, jointe au cahier de texte électronique. Et on s'interroge sur la limite des règles qui ont été fixées sur la bonne entente de ce partage et de l'outil de la frontière. La limite, elle est liée notamment à la concurrence que se livrent la France et la Grande-Bretagne. Leurs ambitions sont en opposition. Si on regarde la diapositive, on se rend compte que pour la France, les ambitions, elles sont sur un axe est-ouest, de Dakar à l'Érythrée, en passant par les territoires qui sont entre deux. Alors que la Grande-Bretagne est dans une optique qui suit un autre axe, du nord vers le sud, de l'Égypte vers le Cap. Et donc, à un moment donné, évidemment, ces deux logiques de colonisation, eh bien, elles se rencontrent. Et le point qui va focaliser cette tension, c'est Fachoda. F-A-C-H-O-D-A. En 1898, les forces coloniales se rencontrent en ce point précis. Il y a un bras de fer duquel finalement la France va céder. L'idée ici c'était de ne pas combattre, mais il y avait des tensions et ça, voilà. On va pas refaire l'histoire comme on referait le match, mais on a des tensions. Donc les tensions qui existent, eh bien, elles vont être réglées par des négociations.
En tout, on a eu 249 traités frontaliers qui ont été signés entre la France et la Grande-Bretagne de 1882 à 1905. En somme, avant la conférence de Berlin, mais aussi bien après. 20 ans plus tard, on est encore en train de signer des traités frontaliers. C'est bien ici une limite de ce partage qui avait été fait en amont. Alors en 20 ans, l'Afrique, elle est passée sous la domination coloniale. À l'exception du Libéria et de l'Éthiopie, où va être encensée cette résistance des Éthiopiens face à la colonisation. On passe au petit 2. Deuxième partie de ce cours, des frontières tracées par les Européens. Premier point, l'importance de la cartographie. Pour parler de l'importance de la cartographie, je vous invite maintenant à ouvrir vos livres à la double page suivante, la page 166-167. La cartographie, elle va fixer les frontières. Ça, c'est ce que je vous demande de noter. Alors, regardez cette double page. Elle se compose de 2 cartons cartographiques, manuscrits. Le premier réalisé à partir de relevés topographiques établis par un explorateur, Jules Hansen. Ici, il a dessiné une partie du Congo. Et puis le second est un ensemble de cartons cartographiques imprimés qui vont permettre de réaliser une carte générale de l'Afrique. Donc c'est bien à partir des cartes dressées par les explorateurs qu'est mise en place une carte de l'Afrique. En fait, très tôt, on a connu le contour général de ce qu'on a dénommé continent africain. Pourquoi ? Parce que très rapidement, avec la navigation, on a fait le tour de l'Afrique, dans cet objectif de gagner les Indes, tel que le fera Vasco de Gama, vous l'avez vu en seconde. Par contre, l'intérieur des terres, c'est la terra incognita, la terre inconnue, qu'on imagine peuplée de monstres, de peuples sauvages. Au-delà de la connaissance que permet cette cartographie du continent africain, ce qui nous intéresse ici, c'est l'instrumentalisation qui est faite de la carte. Les cartes, elles vont guider le travail de fixation des frontières. Elles vont servir d'argument aux diplomates qui sont en compétition. La carte permet de tracer des frontières. Ces frontières servent ensuite, à partir des cartes, de moyens de revendiquer un territoire plutôt qu'un autre. Finalement, ce sont ces tracés de lignes artificiels ou pas, c'est justement ce que nous allons voir dans le point suivant. Des tracés arbitraires, point d'interrogation. Alors je vous invite maintenant à prendre le document 1 de la fiche qui est jointe au cahier de texte. On a un texte ici de Michel Foulcher dans un ouvrage qui s'appelle Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe, publié par le CNRS en 2014. Et c'est le point de vue ici d'un géographe. Et qu'est-ce qu'il écrit, Michel Foulcher ? Cette fois, c'est moi qui vous fais la lecture. Le partage de papier sur des cartes géographiques incertaines ne devint un partage de terrain, assorti de traités, qu'après la conférence de Berlin. À la différence de ce qui se passait en Europe, on commença, en Afrique, par définir sur la carte les territoires convoités, puis on entreprit sur le terrain de les conquérir. La carte précéda le texte. Le discours de l'artificialité des frontières africaines néglige l'importance des négociations entre puissances pour produire des limites interimpériales. 2 décennies dans le cas de la frontière très sinueuse entre le Niger et le Nigeria, de 1890 à 1904. Il sous-estime la prise en compte, par les traceurs puis les administrateurs, des réalités politiques locales et régionales antécédentes sur lesquelles il cherchait à s'appuyer. J'ai évalué
que dans un sixième des cas, les configurations ethniques locales avaient été prises en compte dans les tracés. Chiffre minimal, car il ne retient que les limites pour lesquelles le critère ethnique a été avancé explicitement dans les textes et étudié par les commissions d'enquête. Bon, l'idée qu'on peut noter dans nos cahiers, c'est que le tracé, il est quand même souvent arbitraire. Même si elles sont souvent, entre guillemets, ces frontières et ces tracés, essentialisées par l'idée de frontières naturelles. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des cours d'eau, du relief, pour justifier de ce découpage des frontières. Or, vous l'avez déjà vu, la frontière, c'est une... Enfin, j'espère que vous l'avez vu, sinon, je vous le répète, la frontière, c'est une production. Les frontières n'existent pas sans les hommes. Ce sont les hommes qui s'approprient l'espace. Les hommes qui découpent l'espace, qui créent des frontières. Sans hommes, pas de frontières. Alors certains me diront, mais monsieur, il y a bien des frontières chez les animaux. Oui, il y a des frontières. Et les frontières des animaux, comme les frontières des hommes, ce sont des frontières vivantes. À partir du moment où un loup décède, enfin où un groupe de loups n'est plus sous l'action d'un loup dominant, eh bien le territoire de cette meute ne va plus être exactement le même qu'il était avec le leader précédent. Et même pendant le règne d'un leader dans une meute, les territoires revendiqués par la meute peuvent changer. Eh bien ces territoires des sociétés humaines sont eux aussi vivants. Il peut exister un territoire aujourd'hui qui n'existera plus lui-même demain. La France, à l'époque préhistorique, ça n'existait pas. Et que sera la France dans 2 siècles? Alors oui, en période de Covid, faut pas faire des plans trop loin. Je suis d'accord avec vous. Revenons à nos moutons. Eh bien, ce qui mérite d'être noté ici, c'est que ces tracés, souvent arbitraires, eh bien, ils vont quand même globalement suivre des lignes géométrique. Si on regarde bien le découpage de l'Afrique, eh bien dans 42% des cas, eh bien on a des lignes droites avec des angles droits. On a un tracé qui est quand même très très géométrique. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec la situation ailleurs dans le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on a des tracés géométriques, on en a sur le territoire américain. Les États sont tracés de façon très rectiligne. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la même logique d'une certaine façon. Donc en moyenne dans le monde, on est sur 23% des tracés de frontières qui répondent à des formes géométriques. En Afrique, on est au-dessus. Je vous invite à prendre la diapositive numéro 5 qui revient sur le tracé de la Guinée équatoriale. Pourquoi ce zoom ? Eh bien, parce que la Guinée équatoriale, c'est le stéréotype même d'un État qui a été tracé hors sol. Il répond à rien, ce tracé, si ce n'est au découpage qui est mis en place par les puissances coloniales. Autre diapositive qui nous intéresse, la diapositive numéro 6, sur la délimitation de la frontière du Congo. Alors on est ici sur un extrait du Petit Journal du 2 novembre 1913. Il fait référence aux accords de novembre 1911, pendant lesquels la France cède à l'Allemagne de vastes terres au Cameroun et en Congo, et en échange, l'Allemagne, elle renonce à toute prétention sur le Maroc. Il permet de mettre en place quoi ce document, et de noter quoi dans nos cahiers, que sur le terrain, il existe des commissions de délimitation, qui vont affirmer ces frontières en prenant en compte d'autres facteurs, des facteurs économiques, des facteurs commerciaux, et évidemment également des facteurs ethniques, mais aussi des réalités de puissance et des arbitrages qu'elles se font entre elles. Dernier point de cette deuxième partie, des résistances locales. Eh bien, ce qui mérite d'être retenu ici, c'est que dans 1/6 des cas seulement, les configurations ethniques locales ont été prises en compte. C'est ce que disait Michel Fouché.
dans certains cas, ça a été pris en compte. Eh bien, dans seulement un 1/6 des cas pour les géographes qui ont travaillé sur la question et qui sont des spécialistes de l'Afrique. Michel Fouché, c'est un spécialiste de la frontière. Hein. Alors évidemment, il a lu beaucoup d'ouvrages avant de publier son texte. La prise de contrôle de ces territoires lors de la colonisation, qui s'est accompagnée d'importantes violences coloniales, hein, est-ce besoin ici de le rappeler? La colonisation, c'est pas une promenade, hein. C'est quelque chose de violent, c'est une conquête de territoire. Et localement, il y a eu des résistances des peuples. Cette prise de contrôle des territoires, elle s'est parfois faite en niant les structures politiques précolonisées. Mais pas de façon anodine. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de démembrer ces structures politiques précoloniales. Pourquoi ? Pour mieux régner sur les territoires colonisés, bien sûr. Alors on attaque le dernier point, la dernière partie. Petit 3, les frontières africaines en perspective. Premier point, des frontières gigognes. Quand on regarde la diapositive numéro 7, qui revient sur les frontières impériales, eh bien on verra que s'ajoute aux colonies un découpage impérial. Par exemple, pour la France, c'est l'AOF, l'Empire colonial français en Afrique. Et puis, à ces frontières impériales, on a encore d'autres types de frontières qui se surimposent. On a des frontières sociales. On a des clivages ethniques, des frontières ethniques, entre guillemets. On a des territoires civils et des territoires militaires. Voilà pourquoi on parle de frontières gigognes. Alors, pour beaucoup d'entre vous, gigogne, déjà, c'est un mot qu'on ne sait pas écrire. Bah oui, évidemment, il faut bien l'apprendre un jour, ce mot qu'on ne connaît pas. Alors, gigogne, je vous l'épelle maintenant, j'aurais dû vous l'épeler plus tôt. G-I-G-O-G-N-E-S. Pour vous expliquer de façon très rapide, c'est quoi? Ça sous-entend quoi cet adjectif de gigogne? Eh bien, on peut penser aux poupées gigognes. Vous savez, les poupées russes. Les poupées russes, c'est des poupées gigognes. Vous ouvrez la première poupée et dedans, vous trouvez une deuxième poupée. Vous ouvrez la deuxième poupée, vous trouvez une troisième poupée. Vous ouvrez la troisième poupée, vous en trouvez une troisième. Et ainsi de suite. Alors, évidemment, on ne peut pas faire dans la mise en abîme, enfin, si ce n'est que... On peut l'imaginer, la poupée microscopique, mais la réaliser avec du bois, en général, c'est un petit peu compliqué. Mais on voit que ces frontières, ici, elles s'emboîtent les unes autour des autres. Et ça va même plus loin que cette variation d'échelle, emboîtées les unes dans les autres, puisque en réalité, on aurait des poupées qui traverseraient d'autres poupées si on voulait être un petit peu plus dans la réalité des choses. Deuxième point, des frontières contestées. Retournons, page 165, et on s'intéresse au document 5, un texte. Un texte qui vient du volume 4, publié en 2003-2004, de Frontières en Afrique centrale, gage de souveraineté. Ça, c'est le titre donné à la communication de Bob Kabamba. En fait, il manque une référence, c'est le nom de la revue dont est extrait ce texte. Et Bob Kabamba, il va défendre ici, évidemment, un autre point de vue. L'important, c'est aussi de voir la lecture que font les Africains aujourd'hui de ce découpage de 1885. Je vous laisse lire le document. Donc les frontières. Les frontières, elles, là c'est ce qu'il faut écrire, hein. Les frontières, elles sont souvent source de tensions interethniques et de revendications de découpage qui existent et qui parfois aboutissent. Si on prend l'exemple du Soudan du Sud en 2011, eh bien, c'est la naissance d'un nouvel État, comme l'avait été l'Érythrée en 1993. Alors, Érythrée, c'est E-R-Y-T-H-R-E accent aigu E. Donc, ce sont des nouveaux États. On a revu ces découpages. En fait, depuis 1963, on peut écrire qu'il y a eu 8 différents Africains
qui ont été portés devant la Cour internationale de justice et qui ont, pour certains, abouti à de nouveaux découpages. Alors, petit point d'orthographe. Il y a la différence et quelque chose qui est différent en lien avec la différence de but. Eh bien, quand on parle de cette différence-là, eh bien, le différent s'écrit avec un T. Mais quand on parle d'un différent entre plusieurs acteurs, cette fois on met un D à la fin. C'est pas le même type de différent. Ça marche ? Petit point orthographique important. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter quand on parle de ces frontières contestées ? Eh bien, ce qu'on reproche, comme Bob Kabamba, à ces frontières ici, eh bien, c'est leur artificialité. Mais finalement, si on va plus loin que l'Afrique, puisqu'on réfléchit nous sur l'Afrique, c'est aussi le cas de beaucoup d'autres frontières dans le monde, cette artificialité, y compris les frontières des États aux États-Unis d'Amérique, comme je l'ai cité précédemment. Alors, dernier point, des frontières appropriées. Ces frontières, eh bien ces frontières, progressivement, elles ont été adoptées par les Africains, par les habitants de ces territoires découpés par les puissances coloniales. En 1964, les chefs d'État au Caire, donc d'États qui ont acquis l'indépendance, eh bien ont posé comme principe l'intangibilité des frontières existantes. Donc intangibilité I-N-T-A-N-G-I-B-I-L-I-T-E accent aigu. Donc les chefs d'État ici, ils posent le principe que les frontières, elles existent et on n'y touche pas. Donc avec le temps, les frontières d'Afrique, elles sont devenues d'une certaine façon des frontières africaines, appropriées pour les habitants. Et c'est peut-être pourquoi, pour Michel Fouché, il faut en finir avec le mythe des cicatrices coloniales responsables de tous les maux. Attention, quand on cite ici Michel Fouché, il parle des frontières, il ne parle pas des autres mots. Alors on se demandait en problématique en quoi les frontières ont été un outil d'appropriation de l'Afrique. Eh bien, on a vu, par l'intermédiaire de la carte, par l'intermédiaire d'un tracé, les puissances européennes se sont appropriées l'Afrique. Elles se sont partagées des territoires et les ressources auxquelles elles pouvaient accéder. Mais ce faisant, elles ont produit, inscrit dans l'espace des traits, des configurations géopolitiques qui ont été appropriées par leurs habitants. Non sans arbitrage, non sans discussion, non sans évolution, mais les frontières africaines vivent leur vie comme n'importe quelle autre frontière, finalement. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup de choses à faire pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec ce type de méthodologie. Donc je vous le rappelle, moi, le seul truc que je vous demande ici, jusqu'à ce que je vous vois, c'est de recopier dans votre cahier ce cours. Alors, il y a un enregistrement total qui va de temps de cours qui va faire autour de 30 minutes. Si on ajoute le temps de consultation des documents, on se rajoute bien 30 autres minutes, et puis les moments où vous mettrez pause, etc. Donc il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie de travail finalement, voire 3 pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés. Donc attention, moi je contrôlerai que la trace écrite a bien été prise. Je pouvais pas le faire régulièrement l'année dernière avec la modalité du confinement, mais là l'avantage c'est comme on se revoit, eh bien je pourrais facilement réaliser cette observation. Voilà, merci de votre attention, au plaisir de vous voir en chair et en os bientôt. Bonne journée, bon courage à toutes et à tous,
À bientôt. Au revoir.